L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Harel s'apprête à recevoir une bénédiction qui lui attribuera une classe. Ses parents sont extrêmement nerveux pour lui et espèrent qu'il recevra les compétences les plus puissantes. Dans ce monde, lorsqu'une personne atteint l'âge de 10 ans, une déesse lui attribue une classe lors d'un rituel de bénédiction. Le premier enfant s'avance et commence à voir des flammes, il sent l'odeur du fer et a une vision d'un marteau. Cela signifie qu'il a reçu la classe de forgeron. La sœur d'Harel lui rappelle que la lignée joue un rôle important dans l'attribution des classes, ce qui est une bonne chose pour Harel, car sa famille est célèbre pour ses classes. Tout le monde l'encourage lorsque vient son tour, et les gens chuchotent à propos des parents d'Harel. Son père est l'archimage Léon, et sa mère est connue sous le nom de princesse épée Farah. Ils ont tous deux des classes avancées, donc les attentes sont élevées pour Harel. Harel ferme les yeux pour se préparer à la bénédiction, mais il ne voit rien. Le prêtre est complètement déconcerté et choque tout le monde en révélant qu'Harel doit être sans classe. Plus tard, Harel s'entraîne et ses parents lui disent de ne pas s'inquiéter. Il est vrai qu'il est sans classe, mais ses parents lui disent qu'ils continueront simplement à travailler après l'âge de la retraite, afin qu'Harel n'ait pas à trouver un emploi. Son père lui assure également que tout ira bien et qu'il n'aura même pas à penser à se suicider. Harel n'aime pas entendre ce genre de discours et explique à ses parents qu'il n'a pas l'intention de vivre éternellement à leur crochet. En fait, Harel n'est pas du tout perturbé par cette nouvelle, car il s'entraîne au maniement de l'épée depuis son plus jeune âge. Bien sûr, la vie aurait été beaucoup plus facile pour lui s'il avait obtenu la classe d'épéiste et toutes les compétences qui vont avec, mais Harel n'abandonne pas. Il croit au pouvoir du travail acharné, et le travail était vraiment difficile, car la mère d'Harel ne lui a jamais facilité la tâche. Même sans classe ni compétences particulières, Harel est sûr qu'il réussira. Sa famille se laisse emporter par son enthousiasme cette fois-ci, alors Harel se rend au terrain d'entraînement. Là, quelques enfants s'affrontent, et l'un d'eux fait remarquer que le fait d'avoir des compétences donne l'impression que son corps bouge tout seul. Les gamins se demandent ce que fait Harel, qui n'a pas de classe, alors Harel explique qu'il est simplement là pour s'entraîner comme tout le monde. L'un des enfants snob fait remarquer qu'ils ne s'entraînent pas, qu'ils sont déjà des épéistes grâce à leur classe et qu'ils sont seulement là pour vérifier leurs compétences. Alors qu'Harel les regarde se battre, il explique que la première compétence que les épéistes apprennent est le maniement de base de l'épée, ce qui suffit à transformer des enfants normaux comme eux en combattants très compétents. Harel doit s'entraîner contre l'un d'entre eux, mais les enfants rient de sa demande. Il souligne qu'Harel n'a pas de classe, donc il n'aurait aucune chance contre eux. Harel insiste, alors les enfants, agacés par sa confiance, acceptent son défi. Avant de commencer, cependant, il vérifie d'abord qu'Harel bénéficie de la protection divine. La protection divine est une autre bénédiction reçue de la déesse, mais celle-ci est accordée à tout le monde à la naissance, contrairement aux classes. La protection divine est comme une toile transparente qui protège le corps et absorbe les dégâts, cependant, trop de coups peuvent l'épuiser. En plus de cela, les gens ressentent toujours une certaine douleur. Le gamin est content d'apprendre qu'Harel bénéficie de la protection divine, car cela signifie qu'il peut le tabasser sans le tuer. Harel dit au gamin de se préparer à la même chose, mais ce voyou en a assez de la confiance d'Harel. Il lance la première attaque, mais est surpris quand Harel tient bon. Bien sûr, le gamin continue d'essayer, mais il n'arrive à rien, alors son ami lui dit d'arrêter de s'amuser. Le gamin essaie encore et encore, mais Harel le bloque à chaque fois, alors le tyran dit à son ami qu'il devrait s'allier contre Harel. Les gamins sans caractère l'attaquent en même temps, mais notre garçon Harel aime les défis. Sa mère, la princesse épéiste, a toujours été trop forte pour lui, alors Harel est soulagé de s'entraîner avec d'autres qui sont au même niveau que lui. Harel remarque que les enfants ne sont pas bien coordonnés, ce qui montre clairement qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour travailler en équipe. Il semble que ces garçons ne représenteront finalement pas un grand défi, alors Harel décide d'en finir. Il élimine facilement l'un des enfants, et lorsque le second se met en colère, il l'élimine également. Harel déclare victoire, mais les enfants refusent de l'accepter. Ils décident tous de recommencer, mais un épéiste roux les en empêche. Il leur fait remarquer que leurs ennemis n'accepteraient pas de telles plaintes sur un vrai champ de bataille, et que les vrais épéistes savent qu'il ne faut pas se comporter ainsi. L'un des enfants est prêt à se battre contre lui aussi, mais les autres expliquent que ce rouquin est quelqu'un d'important. Il s'appelle Ré, et il peut dire qu'Harel a dû hériter d'un talent inné de sa mère, car rien d'autre ne peut expliquer qu'un sans classe soit capable de se battre aussi bien. Cependant, Ré fait remarquer qu'Harel vient juste de battre quelques clochards, et qu'il ne devrait pas prendre la grosse tête. Si Harel veut un vrai défi, il devrait se battre contre lui. Ré dit que de cette façon, il pourra enseigner à Harel, qui n'a pas de classe, ce qu'un vrai épéiste est capable de faire. Les enfants racontent que le garçon est apparenté au chef de la garde, et Ré confirme que son père est le capitaine Evans. À ce moment-là, Harel est surpris en se souvenant de cet Evans, c'est le type qui vient sans cesse chez lui pour demander à sa mère de l'aider à chasser les démons. Harel n'a jamais accordé beaucoup d'importance à cet homme, mais cela ne fait qu'exaspérer Ré. Son père est un maître dans le maniement de l'épée, et c'est un leader puissant qui est respecté partout.
Ré est cependant extrêmement agacée, car malgré tout cela, la mère d'Arel est toujours considérée comme la meilleure épéiste du village. Il est désormais clair pour Arel que ce gamin est en colère contre sa mère et qu'il compte se venger sur lui. Mais il n'y a rien à faire, car Arel explique que c'est un fait que sa mère est la meilleure épéiste. Ré explique que les enfants héritent des talents de leurs parents, et qu'il va donc battre Arel pour prouver que sa famille est plus forte. Ré a suivi des cours d'escrime il y a seulement 1 an, mais il s'est déjà entraîné avec son père et a atteint un niveau intermédiaire. Ré est sûr qu'Arel n'a aucune chance de le battre, mais Arel fait remarquer que sa mère l'a également entraîné sans relâche. La discussion terminée, les 2 garçons croisent le fer sous le regard émerveillé des autres enfants. Pour eux, c'est comme un choc entre 2 orages, et ils se demandent si Arel est vraiment sans classe. Ce qu'ils voient n'a aucun sens, car quelqu'un sans classe ne devrait pas être capable de tenir tête à quelqu'un ayant un niveau intermédiaire. Pendant qu'ils se battent, Arel remarque que Ré est bien plus fort que les 2 autres enfants, mais que sa rage rend ses coups trop imprécis. Arel en profite pour trouver une ouverture, mais Ré utilise son double coup de lame pour repousser Arel. Ré est en fait impressionné qu'Arel ait pu bloquer le premier coup à une distance aussi proche, mais Ré a également réussi à porter le deuxième coup. Arel est choqué, car il a beaucoup combattu, mais il ne comprend pas comment Ré a pu attaquer à 2 endroits à la fois. La réponse est simple, comme l'explique Ré, il s'agit d'une technique d'attaque. Le double coup de lame est une technique qui permet de porter 2 coups en un seul mouvement, et quelqu'un sans classe comme Arel ne peut même pas rêver de s'en défendre. Arel rétorque qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, mais Ré en a assez. Il reconnaît qu'Arel a du cran, mais il ne peut pas aller plus loin. Le lendemain matin, Arel donne un coup de tête à sa sœur et explique à sa famille qu'il prévoit de suivre un entraînement spécial plus tard. Sa sœur lui dit qu'il n'a pas besoin de travailler si dur, car elle peut créer un monde où il pourra vivre dans un confort total, mais notre garçon n'est pas intéressé et s'en va. Aster s'inquiète pour lui, car il reste dehors tard tous les jours pour s'entraîner depuis qu'il est rentré à la maison couvert de bleu. Farah dit à sa fille de ne pas s'inquiéter et se souvient qu'il y a quelque chose qu'elle ignore à propos de son frère. Farah l'emmène dehors où elle lui montre un coffre rempli d'épées cassées. Ce sont toutes les épées d'entraînement qu'Arel a utilisées chaque jour, ce qui montre clairement que s'entraîner avec des enfants de son âge a réveillé sa motivation. Le fait de ne pas avoir de cours ne l'a pas ralenti le moins du monde, et au contraire, cela lui a permis de s'épanouir. Dans les bois, Arel s'entraîne une nouvelle fois à frapper et montre ce qu'il a appris, le coup à 2 lames. Il est satisfait lorsqu'il réussit à le porter. C'est alors que nous apprenons qu'Arel a combattu Ré pendant des heures et qu'il a délibérément encaissé plusieurs coups à 2 lames afin de pouvoir les maîtriser. À ce moment-là, un gobelin imprudent tente de s'approcher furtivement de lui, mais il est immédiatement éliminé par le coup à 2 lames d'Arel. Arel se prépare à poursuivre son entraînement, mais il est surpris d'entendre le rugissement d'un monstre. Il se précipite pour alerter les gardes du village, mais s'arrête lorsqu'il entend quelqu'un crier. Il n'a pas le temps d'aller chercher de l'aide, mais Arel est convaincu qu'il est désormais assez fort pour venir en aide à cette personne. Il découvre que le cri provenait de Ré, qui semblait s'entraîner dans les bois, tout comme lui. L'agresseur est un gobelin extrêmement grand, d'une taille qui ne devrait pas exister dans cette région. Ré semble avoir éliminé quelques gobelins plus petits, mais celui-ci est un énorme problème. Arel est bien conscient du danger, il réfléchit donc à la manière dont il doit se concentrer davantage sur son équilibre que sur le mouvement de son poignet lors de cette attaque. Le timing sera essentiel, mais Arel est sûr qu'il pourra sauver Ré. Ré perd espoir, car sa vie touche à sa fin, et il s'excuse auprès de son père pour avoir échoué. Cependant, à ce moment-là, Ré est stupéfait de voir le monstre être frappé par une attaque. Arel est heureux que son timing ait fonctionné, mais Ré ne va pas très bien. Sa protection divine a pris fin et il a besoin d'eau bénite immédiatement. Malheureusement, la sienne a été détruite au combat, alors Arel lui donne la sienne. Cela fonctionne et Ré parvient à récupérer, mais la seule chose qui l'intéresse est la technique qu'Arel vient d'utiliser. Arel lui explique qu'il s'agit du Twin Blade Slice, mais Ré se sent insulté et refuse de le croire. Le Twin Blade Slice est un mouvement complexe que seule sa famille peut réaliser grâce à son talent, ceux qui ne possèdent pas ce talent ne devraient pas pouvoir l'utiliser. Arel reconnaît que c'est assez complexe, mais cela signifie simplement qu'il doit consacrer plus de temps et d'efforts à son apprentissage. Ré ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Arel lui explique de manière simplifiée, toute personne ayant suffisamment de force et de vitesse peut réaliser cette attaque, à condition de trouver le bon timing. L'ironie, c'est que c'est grâce à Ré qu'Arel a pu comprendre cela. Pendant le combat, Ré a utilisé cette technique à plusieurs reprises, et c'est en la voyant et en la expérimentant qu'Arel a appris à l'utiliser. C'est tout ce à quoi Arel a pensé depuis leur combat, mais Ré n'arrive toujours pas à comprendre. Arel explique simplement qu'il déteste perdre et qu'il voulait juste s'assurer de gagner la prochaine fois qu'il se battrait. Arel s'est entraîné dur pour cela, et cela a fini par porter ses fruits. Ré finit par l'accepter et décide que si c'est vraiment l'objectif d'Arel, alors il devrait avoir leur revanche immédiatement. Arel lui a sauvé la vie et a partagé son eau bénite avec lui, alors Ré dit que c'est le moins qu'il puisse faire. Le combat commence peu après,
et Ré est stupéfait lorsque ses coups sont déviés par Harel. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que quelque chose le frappe, et Harel révèle qu'il s'agissait d'un troisième coup. Ré est furieux car le nom de l'attaque indique clairement qu'il ne devrait y avoir que 2 coups, mais Harel répond qu'il n'est pas limité comme Ré. Le coup à 2 lames d'Harel ne repose pas sur une compétence, il n'a donc aucune restriction. Contrairement à Ré, qui dépend de sa compétence, Harel peut le modifier autant qu'il le souhaite, en fonction de ses efforts. Ré a du mal à accepter tout cela et réduit tout cela à une simple imposture sans classe. Il est tout simplement illogique que la technique d'Harel soit plus forte que celle d'un véritable épéiste. Harel dit qu'ils doivent simplement continuer à tester qui est le plus fort, et Ré est tout à fait d'accord, les deux détestent perdre et sont extrêmement têtus. Ré pense qu'il a travaillé aussi dur qu'Harel, sinon plus, et il est sûr que son épée est plus rapide. Ré essaie d'observer attentivement l'attaque afin de voir le troisième coup, mais Harel est tout simplement trop rapide. Harel gagne une fois de plus et fait remarquer que c'est exactement comme leur premier combat, sauf que cette fois, c'est Ré qui est à terre. Tout ce que Ré veut savoir, c'est pourquoi l'épée d'Harel était encore plus rapide, et il se demande si c'est parce qu'Harel y allait doucement avec lui auparavant. Harel explique que ce n'est pas du tout la raison, en fait, c'est grâce à Ré qu'il s'est amélioré aussi rapidement. Après avoir vu de près la double lame raffinée de Ré, Harel a ajusté la force de son coup et l'a améliorée. Ré finit par accepter sa défaite écrasante, et Harel revendique enfin sa victoire. Quelques jours plus tard, les parents d'Harel discutent du départ de Ré pour la ville des épées. Farah y travaillait il y a des années et faisait partie d'une guilde juste avant de se marier. Cet endroit semble incroyable à Harel, qui espère s'y rendre un jour. Bien sûr, il n'a pas de classe, il ne peut donc que se demander à quel point il pourrait devenir fort sans en avoir une, et il veut le découvrir. Quelque temps plus tard, nous voyons un groupe se diriger vers la cité des épées. Parmi eux se trouvent un épéiste et un barbare, qui s'accordent à dire que cette cité est la cité rêvée pour quiconque manie l'épée. La jeune fille souhaite faire équipe avec le barbare, mais celui-ci ne la prend pas au sérieux en raison de sa tenue vestimentaire. La jeune fille explique que la vitesse est primordiale pour un épéiste maniant 2 épées, et que le fait de s'habiller légèrement lui confère un avantage stratégique. Le conducteur est ravi d'apprendre à quel point ils sont puissants, car cela sera nécessaire pour combattre la horde géante de monstres qui vient d'apparaître. Parmi eux se trouve un roi ORC, et le barbare terrifié fait remarquer qu'il faut tout un groupe pour en abattre un seul. Les autres passagers supplient les aventuriers de les aider, mais le barbare est un lâche. Il repousse la femme pour qu'elle descende de la calèche, et l'autre femme la suit immédiatement. Le conducteur pense qu'ils sont fichus, mais il est stupéfait lorsqu'un de ses passagers s'avance calmement vers les gobelins. Il s'agit d'Harel, qui impressionne les passagers en éliminant facilement une poignée de gobelins. On dirait qu'il disparaît dans les airs, mais le conducteur explique que le garçon doit utiliser une sorte de compétence de téléportation. Cette technique est incroyablement efficace pour éliminer un ennemi à la fois, mais le conducteur se demande ce qu'Harel fera lorsqu'il sera encerclé. Harel a également une réponse à cette question, puisqu'il tourne violemment sur lui-même, éliminant tout le groupe, et le conducteur n'en croit pas ses yeux. Ce gamin vient d'utiliser une technique de contre-attaque que seule la princesse épéiste de classe suprême peut utiliser, appelée « danse des lames ». Cela devrait être impossible, car la princesse épéiste est une classe que seules les femmes peuvent atteindre, ce qui l'amène à se demander qui est ce gamin fou. Sans perdre une seconde, Harel se dirige droit vers le roi des orques. Immédiatement après avoir esquivé son attaque, Harel enfonce profondément son épée dans le crâne de l'ORC, et le combat est terminé. Harel demande poliment au conducteur de poursuivre le voyage, car il souhaite simplement s'entraîner et devenir plus fort. Un enfant ne peut s'empêcher de demander à Harel quelle est sa classe, et Harel stupéfie le groupe en révélant qu'il n'en a pas. Un retour en arrière de 5 ans nous ramène à l'époque où Harel venait d'apprendre le double coup d'épée. La mère d'Harel n'arrivait pas à croire qu'il venait d'utiliser cette attaque et pensait qu'elle devait rêver. Rêver signifierait qu'elle n'avait pas accepté le fait qu'Harel n'appartienne à aucune classe, alors elle se traita de mauvaise mère. Harel lui assure qu'elle ne rêve pas et qu'il a simplement travaillé sans relâche pour reproduire le double coup d'épée tout seul. Harel est impatient de recréer d'autres compétences à force de travail, alors il demande à sa mère de lui montrer ses compétences de princesse épéiste. Il révèle son intention de se rendre ensuite dans la cité des épées pour se tester, et sa mère ne pourrait être plus heureuse. De retour au présent, Harel arrive à la cité des épées. Le conducteur remarque qu'il y a des tonnes de classes avancées dans les environs, et Harel dit au conducteur qu'il en fait partie lui aussi. Le conducteur répond qu'il n'est qu'un simple cocher, mais Harel n'est pas dupe. Ce type a été capable d'identifier instantanément les compétences des épéistes, et ce n'est pas quelque chose qu'un conducteur ordinaire peut faire. Le type finit par abandonner son rôle et révèle qu'il appartient à la classe avancée des chevaliers sacrés. Combattre sans cesse est épuisant, alors il conduit pour se reposer. La plupart des épéistes de la ville participent à des tournois et vivent de leurs gains, mais il faut faire partie d'une guilde pour y participer. Le conducteur recommande donc à Harel de s'y rendre en premier. Cela convient à Harel, car il est venu ici dans le but de combattre les guerriers les plus forts qu'il puisse trouver. Alors qu'Harel cherche une guilde à rejoindre,
Il constate qu'il en existe de nombreuses et qu'elles ont toutes leurs propres critères d'adhésion. À ce moment-là, une fille tente de le surprendre, mais elle est stupéfaite lorsqu'il l'esquive sans même l'avoir vu. La fille comprend qu'il est nouveau et lui suggère de rejoindre sa guilde. Il se trouve qu'ils ont justement une place disponible, alors elle lui montre le contrat d'adhésion. Harel a remarqué que certaines guildes semblent désespérées de trouver des membres, il décline donc son offre. La jeune fille ne comprend pas pourquoi il ne regarde même pas le contrat, alors Harel lui explique que son désespoir ne peut venir que d'une petite guilde qui manque de membres. Cette jeune fille s'appelle Lilia, et elle explique que sa guilde est en fait très célèbre. Harel lui semble cependant assez têtu, alors elle lui propose un avantage supplémentaire s'il rejoint la guilde, elle lui accordera le privilège de l'inviter à sortir, mais Harel est encore moins intéressé maintenant. La jeune fille se sent insultée quand Harel lui demande quelle est la guilde la plus puissante, mais elle lui répond tout de même que c'est la Black Blood. Ils ont 8 épéistes de rang A, c'est donc là qu'Harel décide d'aller. Harel tente de s'inscrire au test d'entrée, mais on lui répond que les participants doivent être au moins de classe épéiste avancée. Le greffier éclate de rire lorsqu'Harel révèle qu'il n'a pas de classe, et lui dit de dégager de la guilde. Certains ont entendu ce qu'Harel a dit et ont pitié de lui, car aucune guilde n'acceptera quelqu'un sans classe. Harel aimerait qu'il fasse une exception afin qu'il puisse faire ses preuves lors du test, mais une voix s'élève pour dire que les règles sont les règles. Tout le monde regarde alors avec étonnement cette voix provenant d'un épéiste de rang A, ceux-ci sont assez rares, et la plupart des gens n'en ont jamais vu en personne. Harel tente sa chance dans d'autres guildes, mais il est rejeté à chaque fois. Alors qu'Harel fait face à la dure réalité du monde, il se souvient que sa mère lui a donné quelque chose, une lettre de recommandation pour son ancienne guilde. Au début, Harel pensait qu'elle exagérait, mais il se rend compte maintenant que sa mère avait probablement prédit qu'il aurait du mal à entrer dans une guilde. Lilia surgit de nulle part, car elle voit bien qu'il a du mal à trouver une guilde. Elle lui propose de rejoindre la sienne, mais Harel lui donne la même réponse qu'auparavant. Lilia finit par lui dire la vérité, expliquant que sa guilde est en fait sur le point d'être dissoute car elle n'a pas assez de membres. Elle le supplie, mais il refuse toujours, et elle ne peut que se demander si son cœur est plus froid que la glace. Lilia lui propose même de nettoyer ses chaussures s'il rejoint la guilde, mais elle constate qu'Harel est parti. Elle se jure toutefois de ne jamais abandonner. Elle le rattrape une nouvelle fois, mais Harel la rejette avant même qu'elle ait eu le temps de lui poser la question. Lilia lui explique qu'il pourrait tout aussi bien passer la voir, car sa guilde se trouve littéralement à un pâté de maison, et Harel est surpris de voir à quel point elle est grande. Lilia ne mentait pas en disant que sa guilde était célèbre, mais elle admet qu'elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Leur guilde est actuellement la plus faible de toutes, mais elle est convaincue qu'ils peuvent retrouver leur gloire d'antan. Elle déclare que la guilde des Crocs de Dragon est immortelle, ce qui stupéfie notre héros. Il s'avère que la guilde dont Lilia parle depuis le début est celle dont faisait partie sa mère. En entrant, Lilia gronde son père pour s'être encore saoulé. Il est le chef de la guilde et est connu comme le roi des 2 épées. Cependant, quelque chose ne va pas, car Harel remarque que l'homme a perdu un bras. Le chef de la guilde semble se moquer de tout et dit à Harel de partir, car sa guilde est condamnée quoi qu'il arrive. Lilia explique que son père était l'un des 2 meilleurs épéistes de la ville, mais qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il a perdu son bras. Lilia est persuadée qu'Harel ne voudra pas rejoindre la guilde, mais celui-ci la surprend en acceptant. Il ne pourrait de toute façon pas rejoindre une autre guilde s'il le voulait, alors il signe le contrat. Lilia pense qu'il plaisante lorsqu'elle lit qu'il n'a pas de classe, mais Harel en a la preuve. L'attitude de Lilia change complètement lorsqu'elle apprend que son fils n'a aucune classe, et elle menace de lui couper la tête s'il ne résilie pas le contrat qu'il vient de signer. Les rôles sont complètement inversés, car Harel ne veut pas le faire, et Lilia fait remarquer qu'il est courant que tous ceux qui rejoignent une guilde aient au moins les compétences de base d'une classe, comme celle d'épéiste ou de chevalier. Lilia traite Harel d'escroc, car il se comportait de manière si arrogante lorsqu'il l'a rejeté qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il finirait par n'avoir aucune classe. Elle suppose qu'Harel ne leur sera d'aucune aide et en conclut que leur guilde est vraiment vouée à l'échec. Une fille nommée Rena arrive, et Lilia lui raconte la journée décevante qu'elle a passée. Rena est choquée de voir qu'il s'agit d'Harel, mais celui-ci n'a aucune idée de qui elle est. Rena explique qu'ils viennent du même village et qu'ils s'entraînaient même ensemble, mais cela ne dit rien à notre héros. Rena dit qu'ils se sont rencontrés il y a 5 ans, mais Harel ne l'a jamais vue auparavant et il est sûr qu'il se souviendrait d'avoir rencontré une fille aussi belle qu'elle. Rena est gênée, et Harel explique qu'il se souvient s'être entraîné avec un garçon qui avait la même couleur de cheveux qu'elle, c'était le gamin qui utilisait la technique des 2 lames, et c'était le fils du capitaine Evans. Rena le corrige en lui faisant remarquer qu'Evans n'a qu'une fille, et que c'est elle. Notre garçon prend un moment pour assimiler cette information et se rend compte que le gamin nommé Ray était en fait une fille. Il s'avère que Rena a raconté des histoires sur Harel et sur le fait qu'il était le seul enfant qu'elle n'arrivait jamais à battre. C'est pratiquement inconcevable, et Rena est certaine qu'elle ne perdra plus jamais contre Harel. Elle est devenue beaucoup plus forte au cours des 5 dernières années, alors elle défie Harel pour un autre combat. Ils se rendent à la salle d'entraînement de la guilde, et Lilia se demande si Rena va vraiment se battre contre un garçon sans classe.
Rena explique qu'Arel est en réalité incroyablement fort et déclare qu'elle doit le battre. Le combat commence avec Rena utilisant la double lame tranchante dont Arel se souvient depuis 5 ans. Son utilisation n'a cependant aucun sens, car elle devrait savoir qu'il peut la contrer avec la sienne. Arel utilise à son tour la double lame tranchante, mais il est déconcerté lorsque l'attaque de Rena le touche malgré tout. Rena réitère qu'elle est devenue beaucoup plus forte au cours des 5 dernières années et révèle que l'épée qu'elle utilise maintenant est 5 fois plus lourde que les épées conventionnelles. Grâce à la compétence de lame puissante appelée « force brute », les attaques de Rena sont plus puissantes que jamais, et elle jure de l'utiliser pour vaincre Arel. La lame puissante est une classe d'épéiste de niveau avancé, Arel reconnaît donc qu'elle a dû s'entraîner très dur pendant toutes ces années. Ses attaques ne sont pas seulement puissantes, elles sont aussi rapides que jamais. La confiance d'Arel ne vacille pas pour autant, car il affirme qu'elle a commis une erreur en lui révélant les secrets de sa force. Rena ne s'en inquiète pas, expliquant que le combat ne serait pas équitable si elle ne donnait pas un avantage à Arel. Arel répond que cela causera sa perte, car il a déjà évalué sa vitesse et qu'il n'aura même pas besoin de se soucier de recevoir d'autres coups. Rena est insultée par son arrogance, alors elle lance une nouvelle attaque et trouve une ouverture. Cependant, son coup ne touche pas sa cible, car il ne s'agissait que d'une image rémanente d'Arel, qui la frappe par derrière. L'attaque de Rena lui a semblé avoir vraiment touché sa cible, ce qui lui fait réaliser qu'Arel vient d'utiliser la technique de l'ombre. Rena est incrédule, car il s'agit d'une compétence de classe supérieure, même parmi les épéistes, et elle exige de savoir comment Arel, qui n'appartient à aucune classe, a pu y parvenir. Elle continue de l'attaquer, et Arel explique simplement qu'il a appris à se déplacer très rapidement. Rena est convaincue qu'il y a autre chose, alors Arel ajoute que cela lui a demandé beaucoup d'efforts. Arel utilise à nouveau l'arrière-image pour lancer une autre attaque, mais il remarque que Rena ne perd pas sa protection divine. C'est assez impressionnant, alors Rena explique que les épéistes puissants ont la compétence, trip, et que les attaques d'Arel ne sont pas suffisantes pour lui causer de réels dommages. Arel a également une réponse à cela, car il utilise quelque chose appelé contre-attaque. Il bat facilement Rena et explique que la contre-attaque est une compétence de contre-attaque de princesse épéiste dans laquelle sa mère est spécialisée. Arel est le vainqueur, mais Rena ne comprend pas comment elle peut encore perdre contre lui après tout l'entraînement qu'elle a suivi. Arel explique simplement qu'il a lui aussi travaillé dur, mais il est horrifié lorsque Rena se met à pleurer. Lilia gronde Arel pour l'avoir fait pleurer, mais Rena nie avoir pleuré et s'enfuit. Rena ne trompe cependant personne, car ses pleurs résonnent dans tout le bâtiment alors qu'elle s'enfuit. Après ce dont elle vient d'être témoin, Lilia accueille Arel avec joie dans la guilde. Une fois cela réglé, Arel aimerait savoir pourquoi la guilde est en si grande difficulté. En bref, elle est fortement endettée, mais Lilia lui dit de ne pas s'inquiéter. Il y a un tournoi de combat entre guildes dans une semaine, et leur dette pourra être entièrement remboursée s'ils gagnent. Ils avaient besoin de 3 personnes pour s'inscrire, c'est pourquoi elle cherchait désespérément un nouveau membre. La guilde est clairement en mauvaise posture, et Arel est impressionné que Rena soit restée aussi longtemps. Lilia explique alors comment Rena est arrivée ici, elle a été rejetée par d'autres guildes parce qu'elle était trop jeune, mais le roi des 2 épées lui a joyeusement proposé de rejoindre sa guilde. Depuis ce jour, Rena est une membre fidèle. Arel voit clairement comment sauver la guilde, mais Lilia semble cacher quelque chose. Il est vrai que tout ce qu'ils ont à faire est de gagner le tournoi, mais elle révèle que tous les 3 devront battre un groupe de 5 personnes, et qu'ils n'ont aucune idée de la force de leurs adversaires. Lilia est cependant complètement prise au dépourvu lorsque cela rend Arel encore plus enthousiaste. Il déclare que combattre des adversaires coriaces est le meilleur moyen d'affiner sa technique, et que c'est la seule raison pour laquelle il est venu dans cette ville. Merci d'avoir regardé mon résumé. Abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus.